Bonsoir. Depuis dimanche dernier, le sein maternel coule à flot dans le discours et les médias. Normal, nous achevons la semaine mondiale de l'allaitement maternel, ritualisée depuis les aurores des années 90, sous l'impulsion conjointe des deux agences du système des Nations Unies, que sont l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Le but de cette initiative est de permettre l'allaitement maternel, mais aussi d'aider les parents à prendre soin de leurs enfants et créer des liens avec eux dès le plus jeune âge. À l'observation des statistiques, les Camerounaises font plutôt de mauvais élèves en matière d'allaitement maternel. Seulement 40% d'entre elles le pratiquent. Nous sommes donc, comme vous le voyez, en deçà de la cible fixée au pays par l'Organisation mondiale de la santé à l'horizon 2025, soit au moins 50% d'allaitement maternel exclusif des enfants de 0 à 6 mois. À quel sens se vouer pour inverser la tendance et comment comprendre le timide enthousiasme des mères camerounaises à donner le sein? Actualité Hebdo est à la maternité ce dimanche pour comprendre. Consultation maternelle et infantile avec une pédiatre dont la blouse blanche a été anoblie par plus de 30 ans de carrière partagée entre la France et le Cameroun. L'essentiel de son temps et de son expérience a été mis au service du centre hospitalier de la CNPS de Yaoundé qu'elle a dirigé de 2018 à 2020, année de son départ à la retraite. Professeur Anne-Esther Ndiomlend est présidente nationale de l'Association camerounaise des femmes médecins du Cameroun. Entretien autour de l'allaitement maternel, mais également de la santé de la mère et de l'enfant au cours de cette édition. Professeur Anne-Esther Ndiomlend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À quoi vous occupez-vous, disons, depuis le 21 septembre 2020? Merci pour la question. À dire vrai, je peux vous dire que j'ai pas vu le temps passer depuis ce 21 septembre. Comme vous l'avez signalé, je suis d'une part présidente de l'Association camerounaise des femmes médecins. Donc, je partage mon temps entre un peu la CAFEM, le suivi des programmes. Nous avons un programme actuellement dans la ville de Yaoundé, dans 2 districts de santé, pour aider justement la réduction de la transmission du VIH chez les professionnels de sexe, notamment dans le district de Djongolo et le district de Nkolbison. J'enseigne. Je dirige des thèses, des travaux de thèse, et donc ça déjà, et avec l'écrit, la relecture de manuscrits, la publication, et donc tout ça occupe suffisamment mon temps, et jusque-là, j'ai pas vu le temps passer. Tant mieux. Un ou deux mots sur votre association, la CAFEM, l'Association camerounaise des femmes médecins. Il s'agit d'un regroupement féministe ou alors d'une association à caractère social? Oui, l'Association camerounaise des femmes médecins, c'est une association féministe, ça peut englober beaucoup de choses. Ça regroupe des femmes médecins, il n'y a pas d'hommes médecins dedans, créée au lendemain de la loi de 90 sur la liberté d'association. Elle regroupe des femmes médecins qui exercent au Cameroun ou même à l'étranger comme membres actives, mais également des étudiantes en médecine en fin de cycle qui peuvent donc être des membres associés. Ça mutualise les femmes médecins pour pouvoir travailler ensemble et réfléchir sur tout ce qui concerne la santé, le bien-être des populations au niveau du Cameroun, et donc mettre ensemble leurs expertises pour éduquer, communiquer, faire de la recherche et donc améliorer la santé des populations. Nous sommes en lien de coopération avec le ministère de la Santé par une lettre d'accord de coopération. Nous sommes en accord de partenariat avec le MINPROF par un cadre de coopération également, et donc nous travaillons également avec un certain nombre d'institutions, dont CARE, par exemple, Cameroun, dans le cadre de ce projet dont je viens de parler. Donc votre action concerne à la fois les femmes médecins, mais les populations au sens large. Bien sûr, nous allons en direction, les femmes médecins se mettent ensemble pour mutualiser leurs ressources et améliorer le bien-être des populations avec une cible particulière qui est quand même la santé de la mère et de l'enfant. Alors, lorsque les jeunes mères sont séquestrées, par exemple, dans les hôpitaux pour non-paiement des prestations, et vous en savez long, vous qui avez dirigé une institution hospitalière, on n'entend pas la CAFEM. Cela ne vous émeut pas?
Bon, disons que c'est vrai que depuis 1-2 ans, ACAFEM fait plus de sorties en termes de position paper, ce qu'on appelle les papiers de prise de position. Tout ça entre dans effectivement la facilitation d'accès des femmes. On sait que malheureusement, à cause de la pauvreté, c'est souvent les femmes qui sont plus vulnérables au titre de l'accès. Et donc à ce titre-là, l'ACAFEM continue à plaider pour qu'il y ait une couverture santé-maternité, même en avant, bien avant la CSU, pour que la santé de la mère, en tout cas l'accouchement et la période périnatale immédiate, soient couvertes par les fonds publics et pour un accès généralisé, entre guillemets, le chèque santé pour tous, en tout cas pour ce qui concerne la couverture maternité. Mais ACAFEM n'a pas les moyens, sinon d'aller payer les frais de l'une ou l'autre. Ponctuellement, nous avons quand même fait... quand même appelé à... On a eu appelé à l'action. Il y a eu un enfant qui a été séquestré à l'hôpital de Biémassi parce qu'il ne pouvait pas payer une facture de 300 000. On a mis tout le monde en route parce que nous sommes en réseau quand même et en travaillant avec, d'une part, le directeur de l'hôpital de Biémassi, on a pu permettre l'accès au bloc et ensuite la facilitation pour le paiement de la facture. Donc à ce titre-là, on peut agir ponctuellement, mais nous avons quand même une réflexion en cours pour l'aide médicale aux plus défavorisés au titre du plaidoyer et l'accès aux soins. Idem de la représentativité des femmes médecins à des postes de décision, le palmarès généralement publié chaque année par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille montre que les femmes au ministère de la Santé ne sont pas particulièrement gâtées. Je vous donne rapidement quelques indicateurs. Sur 3 inspecteurs de service au MinSanté, une seule femme, 11 directions et seulement 2 femmes directeurs, pas de femmes directrices d'un hôpital de référence. Au niveau des hôpitaux régionaux, une seule femme qui est directrice donc en poste à Berthois pour les 10 régions. Pourquoi la CAFEM ne se mobilise pas contre ce genre de déséquilibre qui se rapproche même de l'injustice? La CAFEM se mobilise, disons que peut-être que nous n'avons peut-être pas parlé suffisamment fort, mais nous comptons le faire davantage et nous vous remercions d'ailleurs de l'opportunité que vous nous donnez d'être sur votre plateau. Nous avons dit qu'effectivement les questions d'asymétrie, il faut le dire, c'est des asymétries qui ne prennent pas en compte la féminisation de la profession médicale parce qu'aujourd'hui à l'entrée dans les facultés de médecine, plus de 50% sont des femmes. Mais à la sortie, on se rend compte que même si plus de 50% sont des femmes, lorsqu'on arrive dans les postes de décision, et même lorsqu'on voit dans les accès à la spécialisation, il y a toujours une asymétrie en défaveur des femmes. Et là, effectivement, pour tout ce qui concerne la gestion du système de santé, le déséquilibre est net et nous pensons qu'il faut plus d'équité, plus de parité dans ce domaine. Je crois que même au niveau de la décentralisation, quand on voit les délégués régionales de la santé, il n'y en a que 3 sur 10 régions. Les femmes peuvent faire davantage. Les femmes ont prouvé qu'elles sont efficaces, elles ont une manière de gérer un peu plus différente et elles ont sans doute en elles le vecteur et la semence de l'humanisation des soins dont on parle tant et il y a lieu de penser qu'elles peuvent davantage défendre et être associées, disons, à la gestion du système de santé à tous les niveaux et même au niveau le plus élevé. Le ministre de la Santé, qui est un fidèle téléspectateur de ce programme, d'ailleurs que j'ai reçu déjà 2 fois, vous entend certainement et il saura tenir compte de tout ce que vous dites là. Maintenant, venons-en à la Semaine mondiale de l'allaitement. Le thème allaitement maternel, une responsabilité partagée. Quand on dit responsabilité partagée, ce partage concerne qui? Bon, je pense que le partage concerne à la limite tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un partage qui concerne les professionnels, les communautés et les politiques. Parce que quoi qu'on dise, quand on dit allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, les communautés, l'allaitement maternel, la décision se prend avant la naissance par un couple, le choix d'allaitement. Il faut qu'ils soient informés des bienfaits de l'allaitement, qui reste, il faut le dire, la deuxième stratégie en matière de prévention des décès évitables chez l'enfant après la vaccination. C'est un fait au niveau mondial.
Ça permet d'éviter, c'est la deuxième stratégie après la vaccination. Maintenant, pour allaiter de 0 à 6 mois, il faut que les communautés soient informées. Donc, il y a un partage, une responsabilité communautaire. Il faut que les politiques... Qui doit les informer? Ce sont les médecins ou... Il y a un rôle de l'éducation des médecins, mais nous avons également des responsables dans les associations communautaires. Nous avons des agents de santé communautaires. Il y a toute cette mobilisation et toute cette capacitation, je veux dire communautaire, qui doit pouvoir se faire via un système organisé. Il y a maintenant le rôle, bien sûr, des professionnels au niveau des hôpitaux. Il y a le rôle des politiques au niveau des rôles des politiques, sur des 0 à 6 mois, exclusivement. Quand on sait que la période postnatale du congé est à peine 10 semaines, donc 2 mois et demi, il va rester 3 mois et demi à couvrir avec une seule heure d'allaitement jusqu'à 15 mois. Donc il y a des systèmes qui doivent être renforcés au niveau politique pour permettre à chaque femme d'allaiter exclusivement son bébé jusqu'à 6 mois. Les pédiatres, vous parlez sans cesse d'allaitement maternel exclusif. À quoi cela renvoie exactement et pourquoi c'est exclusif? Voilà, c'est-à-dire que l'allaitement est le fait de donner du lait maternel à l'enfant, mais on sait aujourd'hui que la période de 0 à 6 mois, qui est la première période de vie du nourrisson, est capitale pour justement avoir les bénéfices, j'ai envie de dire, de manière optimale de cet allaitement maternel. Il est exclusif, ça veut dire c'est du sein à la demande, du sein exclusivement, sans eau, ni lait, ni autre boisson ajoutée, à l'exclusion juste des vitamines prescrites. Et donc, au Cameroun, c'est beaucoup plus ça qui pose problème, parce que il y a un certain nombre de femmes qui allaitent, mais elles n'allaitent pas de manière exclusive. Nous voulons un allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, il faut bien le dire, sans eau, parce que le lait maternel, c'est essentiellement de l'eau, sans autres aliments ajoutés. Y compris si on a des jumeaux et si on travaille? Et c'est possible, hein. Et c'est possible. Et maintenant, si on travaille, effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être accompagnés, parce qu'il faut quand même dire que dans les facteurs qui vont affecter cet allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, il y a un certain nombre d'éléments. Chez la mère qui travaille, souvent, c'est la reprise du travail qui va faire qu'elle interrompt son allaitement maternel exclusif parce qu'elle travaille. Or, pour qu'elle puisse être accompagnée, il faut des dispositifs. Est-ce que c'est des crèches prénatales? Est-ce que c'est le congé maternel postnatal qu'on va rallonger? Est-ce que c'est l'heure de tétée qui va passer à 2 heures de tétée, par exemple? Ce qui est possible. Au lieu de permettre que la femme allaite 1 heure jusqu'à 12, 15 mois, alors qu'on sait que c'est les 6 premiers mois qui sont vraiment importants, il vaut mieux, bien sûr, lui donner 2 heures de tétée pendant les 6 premiers mois de la vie pour que son enfant bénéficie davantage de sa présence et puisse être allaité. Maintenant, il y a tout un ensemble également de politiques, notamment tout ce qui concerne la promotion des laits artificiels. Et on appelle ça code de commercialisation des substituts du lait maternel. Tant que ces laits sont vendus, est-ce que finalement on n'a pas toujours le choix? Bon, disons que le problème, c'est que ces laits doivent être vendus, mais ils ne doivent pas être en compétition avec la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Et notamment les laits de 0 à 6 mois, qu'on appelle préparation pour nourrissons. Il ne faut pas que dans les formations sanitaires, il y ait une promotion de ces laits. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas qu'on affiche qu'un beau bébé à côté d'une boîte de lait artificiel. C'est ça qui peut justement entraver l'adhésion des jeunes mères à la pratique d'allaitement maternel exclusif. Dites-moi, professeur, vous qui avez longtemps exercé comme médecin, lorsque vous recevez les jeunes mamans, par exemple, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme argument pour ne pas allaiter leur bébé? Bon, il faut dire que certaines mamans ont des idées préconçues parce qu'effectivement, dans les autres des facteurs, il y a également des facteurs socio-culturels et puis des informations erronées. Certaines mamans pensent qu'il faut qu'elles introduisent vite le lait artificiel parce que sinon, après, quand elles vont vouloir reprendre le travail, le bébé sera tellement accroché au sein qu'il ne va pas, qu'elles seront dépendantes de ce bébé qui voudra absolument. Donc, elles veulent introduire rapidement le lait artificiel. À ce moment, on dit non, le lait artificiel pourra être introduit à 6 mois sans problème. Parce que ce que nous redoutons dans l'introduction précoce d'un biberon, c'est ce qu'on appelle le syndrome de confusion sein-tétine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'enfant, parce que la tétée au sein a une dynamique de la langue qui est totalement différente de la tétée, de la succion à la tétine. Et elle est de toute façon plus élaborée.
Un enfant à qui on donne le sein, puis on lui donne la tétine alors que l'allaitement n'est pas bien démarré, est exposé justement à avoir ce syndrome de confusion et après à être facilement attiré par la tétine. Et donc, pour éviter ce syndrome de confusion sein-tétine, il faut que l'enfant reste exclusivement au sein. D'autres donnent l'argument de la reprise du travail et pour ça, aujourd'hui, nous avons un tas de systèmes qui est le conseil en lactation, la consultance en lactation, où on aide les mères à exprimer leur lait, à le conserver. Et pour ça, il faut qu'il y ait des cellules de conseil en lactation dans les formations sanitaires. Tout comme nous avons mis en place des cellules de conseil pour l'infection à VIH, il faut qu'il y ait des cellules de conseil en lactation. C'est un système à organiser. Nous avons un tel système à l'hôpital de la CNPS aujourd'hui, avec des conseillers en lactation, comme il y a des gens au PEF. La prévention doit comprendre que la prévention, c'est un programme. Nous allons compléter l'éventail des raisons qui amènent les femmes à se montrer, on va dire, réticentes à l'allaitement. Certaines jeunes femmes et certaines mères ont été rencontrées par Laetitia Onana. Nourrir généreusement et exclusivement l'enfant nouveau-né au lait maternel ne coûte rien. Seulement, la rumeur de l'incidence de cet acte sur les seins de la mère freine l'ardeur de certaines à pratiquer l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire de la naissance au 6e mois. Certaines filles refusent d'allaiter les bébés au sein parce qu'ils veulent seulement suivre les hommes. Donc, ils ne veulent pas prendre soin de leur bébé. Moi, à 3 mois, 2 mois, moi j'arrête. C'est le fait qu'elles disent que les seins vont tomber ou bien ils seront plus jolis, qu'elles n'allaitent pas leurs enfants. Par exemple, si tu portes un démembré, ne faut pas mettre le soutien dedans. Peut-être leurs seins sont déjà tombés, c'est pour ça. Ça sert à quoi de dire que je suis jeune, je ne veux pas donner le sein à la femme parce que ça va tomber et tout, non. L'inquiétude est bien connue des professionnels de la santé qui décrivent l'affaissement mammaire comme un phénomène purement naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a aucun lien entre l'affaissement et l'allaitement maternel. En fait, ce que nous recommandons aux mamans qui allaitent, c'est de porter des soutiens qui vont bien tenir le sein. Vous comprenez? Maintenant, c'est en réalité la maman qui n'a pas allaité qui va avoir un affaissement beaucoup plus rapide de ses seins, puisque c'est un muscle qui travaille. Donc, si vous n'allaitez pas, le muscle ne va pas travailler. Du coup, c'est vous qui allez avoir un affaissement, qui est même d'ailleurs un phénomène physiologique, puisque nous vieillissons. Au chapitre des autres obstacles à l'allaitement maternel, il y a les contraintes liées au travail exercé par la maman. Celle-ci obligeait parfois 1 mois après la naissance du bébé d'aller à la recherche du pain quotidien. Il y a aussi les obligations. Quand tu vas au boulot, tu vas faire comment? Donc chacun a son problème. Mais si tu es au service, tu peux me demander quelques heures. Il faut venir allaiter ton enfant avant de rentrer encore au service. Si tu travailles, tu peux mettre ton enfant à l'allaitement mixte ou bien artificiel. L'épineux problème des bobos de maternité s'oppose également avec acuité chez la nouvelle maman. Il y a d'autres qui ont mal au sein. Quand le lait ne sort pas bien, ils préfèrent de donner le biberon que de lui donner le sein. Crevasses et autres douleurs s'en vont heureusement au prix de rien, rassurent les pédiatres. Le lait maternel est tellement riche qu'il est aussi un cicatrisant. Ça veut dire que si vous avez des problèmes même avec le sein ou le bout du sein que nous appelons le téton, le mamelon, ce qu'il faut mettre sur le sein, ce n'est pas toutes ces pomades-là, même l'alcool. Non, on ne met pas tout ça sur le sein. On met plutôt le lait maternel de fin de tété qui est très riche en graisse et qui va permettre donc une cicatrisation plus rapide donc de tous les petits bobos que l'on peut avoir au niveau du sein. Des astuces simples qui devraient inciter les uns et les autres à protéger l'allaitement maternel. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra dépasser la barre des 40% d'enfants nourris exclusivement au sein au Cameroun. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque.
Professeur Anne Diomlend, je voudrais vous prier de réagir en pédiatre à ce que nous venons de suivre. La question de l'affaissement de la poitrine, bon, comme a très bien dit la collaboratrice, c'est plus dans la tête. Si j'enlève les questions physiologiques liées à la pesanteur, qui font qu'effectivement il y a un petit affaissement, mais ce n'est pas la cause d'allaitement. Alors effectivement, nous conseillons aux dames de porter de bons soutiens-gorge. Et surtout, elles peuvent également travailler parce qu'il faut comprendre au point de vue anatomique que le sein est quand même essentiellement constitué de tissus graisseux, glandulaires et continus. Mais à l'arrière, nous avons les pectoraux. Nous avons le muscle pectoral à l'arrière sur la poitrine et un des éléments également de renforcement de la stature de la poitrine, c'est la musculation des pectoraux à l'arrière. Donc également, un certain nombre de gestes et de dynamiques peuvent être faits pour accompagner ces femmes en dehors d'un port d'un bon soutien-gorge et la musculature à l'arrière des muscles pectoraux et également un certain nombre de conseils qu'on donne habituellement, éviter de trop se coucher sur le ventre pour garder une bonne statique du sein. L'eau froide également dans les douches aide également, entre autres. Mais je crois que le port du bon soutien-gorge et surtout la musculature à l'arrière des pectoraux doit faire disparaître ces craintes qui, de toute façon, ne peuvent en rien contrebalancer les bénéfices de l'allaitement maternel apporté à l'enfant qui... Restons à l'esprit que c'est le premier vaccin de l'enfant qui va donc prévenir non seulement les pathologies infectieuses de l'enfance, les pathologies allergiques, mais également aujourd'hui on sait tout ce qui est programmation métabolique, c'est-à-dire l'obésité à distance, pas seulement l'obésité à distance, le diabète et donc toutes les pathologies dégénératives. Donc ce soir, vous conseillez aux jeunes filles, quitte à ne pas avoir ou à ne plus avoir une jolie poitrine, mais à préserver la santé de leurs enfants. Non seulement à préserver cette santé, mais je peux leur donner l'assurance qu'elles garderont une jolie poitrine. J'ai allaité mes 3 enfants, je n'ai pas de problème de poitrine, donc vraiment qu'elles suivent les conseils que nous leur donnons et les bénéfices de l'allaitement maternel. Ce n'est pas seulement pour leur nouveau-né, c'est également pour elles. On sait quand même aujourd'hui que l'allaitement maternel est un élément qui prévient le cancer du sein chez la mère. En période immédiate postpartum, ça prévient quand même, ça réduit la fréquence des hémorragies du postpartum qui, gardons à l'esprit, c'est le premier tueur, l'hémorragie du postpartum, et bien sûr ensuite donc la prévention du cancer du sein et un certain nombre d'autres éléments. Aujourd'hui, le bénéfice même sur l'os en post-ménopause. Aujourd'hui, on sait que les femmes qui ont plus allaité ont peut-être moins de risques de fractures après la ménopause. Donc tout ça mis en balance fait que l'allaitement, c'est le must. Pour les femmes qui travaillent, professeur, le temps donné pour le congé maternel et pour les heures de tétée, apparemment même c'est 1 heure, est-ce que c'est suffisant tout cela? Ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut aller au-delà. Je crois qu'il faut comprendre en termes de système qu'aujourd'hui, allaiter, quand on veut vraiment présenter en balance les bénéfices d'allaitement maternel, en termes même économiques, c'est-à-dire qu'on voit ce que ça rapporte à un pays si tous les enfants sont allaités de 0 à 6 mois, en termes de réduction des coûts des infections, en termes de réduction des coûts des allergies, en termes de réduction des coûts pour les pathologies métaboliques qui viendront, en termes de réduction sur... Quand on fait le tout ensemble, sur le plan médico-économique, on sait que ça peut faire réaliser des économies qui vont... Y compris au gouvernement. Qui vont jusqu'à 1% du produit intérieur brut. Et donc, il faut accompagner cela, soit en augmentant sur le plan législatif la durée de congé postnatal, soit alors tout au moins au début, en augmentant la durée d'allaitement, parce qu'on a 1 heure d'allaitement jusqu'à 15 mois qui est insuffisant. Il faut voir comment augmenter cette durée d'allaitement. Ensuite, il y a toutes les autres possibilités de mettre des crèches, des espaces dans les lieux de travail pour que les femmes éventuellement, il y a toutes ces possibilités. Donc il y a un mécanisme d'accompagnement de cet allaitement. Et non seulement ça, il faut pouvoir mettre un dispositif de conseil, de consultation dans les formations sanitaires et même dans les communautés. Il faut des agents de santé communautaire formés à cela et même parfois des mères qui accompagnent d'autres mères. Tout ça, c'est des programmes qui ont quand même si c'est des coûts minimalistes, mais ça a quand même des coûts et donc le système doit être impliqué pour soutenir cette politique. Parce que, disons-le, il s'agit d'une politique d'allaitement maternel qui, au niveau du Cameroun, dit qu'il faut être allaité exclusivement de 0 à 6 mois et non exclusivement de 6 mois à 2 ans. C'est ça.
Professeur, est-ce que les hommes jouent franc jeu et accompagnent réellement l'allaitement maternel? De manière personnelle, j'ai pas eu à rencontrer ça. Je dois dire que j'ai observé pendant ma carrière une implication plus grande des hommes dans la santé de leur nouveau-né. J'ai observé une implication plus grande avec des pères qui venaient à la consultation avec leur accompagnant leur bébé et la maman et posant même des questions. Donc, à mon niveau, il faut renforcer les communautés. Les pères ne me paraissent pas l'obstacle majeur. En revanche, souvent on a observé que les belles-mères, les personnes de la famille, souvent sont plus celles qui, par leur pression, disent à la jeune fille, à la jeune maman, c'est pas possible, ce bébé a trop faim, comment est-ce qu'on a dit qu'il faut seulement l'allaiter exclusivement? Il ne fait que crier, il n'est pas rassasié, il faut lui donner un biberon de lait. Donc ce sont souvent cette pression qui pousse à introduire un lait artificiel, mais à ma connaissance, les pères ne sont pas les plus difficiles à convaincre. Il y a au Cameroun et peut-être dans plusieurs autres pays africains qui regardent cette émission, un vieux débat qui tend à opposer l'allaitement, disons, aux rapports intimes. Dites-nous clairement ce soir à quel moment reprendre du service et sans courir le risque, par exemple, de mettre l'enfant en danger. Il y a une expression dans un français typiquement camerounais qui parle de traverser l'enfant. Bon, à mon avis, il n'y a pas... Enfin, c'est vraiment des données... comment dire... Ce n'est pas pour vous embarrasser, hein, professeur. C'est pour rassurer justement les communautés qui nous regardent. Il n'y a pas de risque de traverser l'enfant. L'allaitement maternel, c'est vrai, protège l'enfant actuel, et c'est vrai que c'est une méthode également de contraception jusqu'à une certaine période qui n'excède pas 6 mois, pratiquée sous certaines conditions. À mon avis, il n'y a pas de risque par rapport au futur enfant, par rapport à l'enfant présent, de reprendre sa vie sexuelle dans les délais normaux de postnataux, dès lors qu'il y a vraiment plus de problèmes au niveau postnatal, l'OCHIS et tous ces éléments. Je pense qu'il n'y a pas de risque par rapport à l'enfant présent. Donc, à mon avis, je crois qu'il y a plus de croyances qui sont autour de cette problématique. Il n'y a pas d'interférence entre ce qui se passe au niveau de l'allaitement et ce futur enfant. C'est vrai que dans certains cas même, on a vu des mamans qui étaient encore en train d'allaiter et qui sont redevenues enceintes. Et même là, on n'a pas bousculé un sevrage immédiat. On a essayé de programmer les choses normalement pour que l'enfant qui est là ne souffre pas de l'enfant qui est à venir. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que justement, fort de cela, il ne faut pas recommander aux familles de mettre la pédale douce et d'attendre qu'un certain temps s'écoule avant justement ce que j'ai appelé tout à l'heure la reprise du service? Oui, c'est-à-dire que dans les période d'antan, si on peut dire, lorsque la femme allait parfois, était presque séparée. Vous allez voir chez vos grands-parents et souvent la méthode de planification naturelle faisait que la femme était un peu à l'écart, donc les enfants étaient systématiquement séparés de 2 ans pratiquement dans les familles en planification naturelle. Là, aujourd'hui, je pense que nous avons d'une part la méthode d'allaitement avec aménorrhée, nous avons les méthodes de contraception qu'on peut prendre même lorsqu'on allaite. Je crois qu'en fait, c'est des counselings individuels qui doivent être mis en place avec le couple, tout en sachant que de toutes les manières, l'espace intergénétique entre 2 enfants recommandé est toujours de 2 ans. Dans l'idéal, il vaut mieux ne pas avoir des enfants trop rapprochés pour la santé de la mère de manière générale. Donc l'espace intergénétique recommandé est de 2 ans. Maintenant, cet espace intergénétique n'est pas forcément l'espace entre la vie sexuelle et la vie reproductive. C'est pas similaire. Donc reprendre la vie sexuelle ne veut pas forcément dire qu'on est en train de planifier une nouvelle naissance. Certaines mamans font face, par exemple, à des cas où l'allaitement cause la diarrhée au bébé. Qu'est-ce qui explique cela et est-ce qu'il faut continuer à allaiter dans ces conditions? Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le nouveau-né, le lait, les selles du bébé nourri au lait de mère sont différentes des selles du bébé nourri au lait artificiel.
leur aspect est grumeleux et peut donner l'impression d'une diarrhée. Et au départ, dans un allaitement normal, on peut parfois avoir une selle après chaque tétée, mais cette selle après chaque tétée, même grumeleuse, avec donc l'aspect en grumeau, ne signe pas la diarrhée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsque l'allaitement est bien conduit, souvent les selles sont de l'ordre de 3 par 24 heures dans un allaitement bien conduit. Maintenant, il y a toujours dans les considérations socio-culturelles certaines croyances dans certaines régions, notamment la région du centre, qui laissent à penser à certaines mères que leur lait est entre guillemets gâté. Donc là également, il faut un accompagnement. C'est pour ça que je vous disais qu'en réalité, pour bien pratiquer l'allaitement maternel et aider les mamans, elles ont parfois besoin d'un accompagnement, d'un counseling individualisé pour qu'elles comprennent est-ce que c'est vraiment une diarrhée et comment est-ce que l'enfant est en train de croître. Il y a toutes des grilles qui permettent d'évaluer l'efficacité de l'allaitement maternel à travers comment est-ce que le nombre de tétées, est-ce que l'enfant a des selles, est-ce que l'enfant a des couches mouillées qui montrent qu'il est vraiment bien hydraté parce que le lait maternel, c'est quand même essentiellement de l'eau. Et souvent, parfois, ce qu'on appelle diarrhée n'est pas diarrhée. Est-ce que sur la base de tout ce que vous dites là, on doit conclure que le lait maternel n'a que des avantages? Oui, je ne connais pas, à ma connaissance, d'inconvénients au lait maternel. Le lait maternel, vous savez, qu'est-ce qui n'est pas lait maternel? C'est des laits dérivés du lait de vache. Vous-même, vous n'avez jamais vu une vache allaiter avec le lait de la chèvre, par exemple. Vous n'avez jamais vu. Pas encore. Pas encore. Donc, ça veut dire que le lait maternel a été prévu pour la nourriture de l'humain, ce lait maternel. Et j'aimerais vous dire qu'il est tellement adapté qu'une femme qui accouche prématurément a une composition biochimique de son lait maternel différente de celle qui accouche à terme, pour dire à quel point l'adaptation se fait. Et l'adaptation doit se faire avec également la croissance de ce nouveau-né en termes de variété biochimique par rapport au développement cérébral. Donc la composition du lait des premiers jours qu'on recommande, qui dans certaines tribus était jeté, par exemple le colostrum, par fausse croyance. Or, on sait que ce lait des premiers jours est le lait qui est le plus riche en immunoglobuline pour la protection de l'enfant. Cette composition va être différente du lait dit mature. Et même pendant la tétée, la composition du lait change entre le début et la fin de tétée. Et le lait de fin de tétée étant plus riche en lipides et qui va donc entraîner la sensation de satiété. Donc c'est un lait qu'on ne peut pas, le laboratoire, quel qu'il soit, ne pourra pas le reproduire. Tous les laits dérivés tendent à vouloir ressembler au lait maternel qui reste le standard. C'est ce qu'il faut comprendre. Ces vertus demeurent intactes, y compris si la mère a une maladie, par exemple, comme le sida ou le Covid-19, elle peut continuer à allaiter? Oui, bon, pour le VIH-Sida, c'est réglé. Je pense que l'allaitement sécurisé, c'est l'allaitement d'une mère qui prend des ARV, des antirétroviraux. Donc, conséquemment, elle a une charge virale indétectable. Il n'y a presque pas de problème dans son lait maternel. Elle peut allaiter. Je connais plusieurs cas de femmes séropositives qui ont allaité, qui ont des enfants séronégatifs qui vivent normalement aujourd'hui. Pour la tuberculose traitée, il n'y a pas de problème, la mère peut allaiter. Pour la maladie Covid-19, on a dit actuellement, la maman va en contexte Covid, elle peut donner le lait à son enfant, étant masqué, bien sûr. Donc là également, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut savoir qu'après 6 mois, l'allaitement maternel exclusif ne suffit plus parce que les besoins de croissance à l'enfant vont exiger qu'il soit complémenté en d'autres aliments. Dites-moi, professeur, en dehors de la médecine, vous êtes un peu football ou alors c'est une affaire que vous préférez laisser aux hommes? Bon, c'est vrai que je suis basketteuse dans le temps. De temps en temps, je regarde des matchs de basket et de handball, puis un peu le tennis, le football. Ce qui me gêne, c'est que souvent, il n'y a pas vite les buts. J'aime voir les buts et quand il n'y a pas très vite les buts, je trouve 90 minutes, c'est trop long pour attendre une seconde d'impression forte. Mais sinon, j'aime bien voir de beaux matchs. Justement, le Cameroun prépare la CAN pour qu'elle soit belle, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu à partir de janvier prochain. Germain-Noël Essengé essaye de nous montrer dans quelles conditions de beaux buts vont être marqués à travers une présentation et des stades et des autres infrastructures. Qui dit football de haut niveau dit stade moderne. Les aires de jeu constituent la matière première
d'une CAN, l'épine dorsale sur laquelle s'adosse la compétition. Dans son cahier de charges, la CAF exige la fonctionnalité des stades 3 mois avant. Au pays de Roger Mila, on n'attendra pas cette date butoir. Les 6 stades principaux retenus pour accueillir tous les matchs sont déjà prêts 6 mois à l'avance. De gros efforts à mettre à l'actif d'une volonté politique jamais prise à défaut, impulsée par le premier sportif camerounais. Le complexe sportif de Lembe, dont le stade a fait couler beaucoup d'encre et de salive, étale aujourd'hui sa splendeur. La pelouse est parfaite, les vestiaires sont équipés, la zone mixte est livrée, les restaurants fonctionnels, l'espace média construit, les gradins en place. L'ouvrage sera mis en service le 3 septembre prochain lors de la rencontre Cameroun-Malawi, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2022. L'autre centre d'intérêt est l'offre hôtelière dont dispose le Cameroun. Et le défi a été relevé. La ville de Garoua a désormais fière allure avec le Ribadou, un joyau hôtelier de 4 étoiles de 70 chambres construit par l'entreprise portugaise Mota Ingel. L'établissement, situé à 10 minutes de l'aéroport international de Garoua, est retenu pour loger 2 équipes. Au quartier Rairé se dresse majestueusement la baignoire avec ses 75 chambres. D'autres structures secondaires sont également d'astreinte pour accueillir des invités spéciaux de la CAF et de nombreux touristes. Un détour à l'ouest avec le site de Bafoussam qui a subi une transformation extraordinaire. Les hôtels et les voiries sont sortis de terre. La vallée et l'hôtel Tajidor, 2 établissements qui épousent l'architecture de la chefferie traditionnelle. Les 4 équipes seront dans un cadre chic bercé par un vent frais en pleine forêt. Un environnement propice pour les sportifs. Les 6 villes sont reliées par les routes et les aéroports qui faciliteront des mouvements de population. Sur le plan sanitaire, les plateaux techniques de nos hôpitaux sont modernes et le dispositif anti-Covid est des plus efficaces. Tout compte fait, Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua sont parés sur tous les plans à 6 mois de la CAN. Entre-temps, le temps sera consacré à la formation et au recyclage des ressources humaines pour que le match de l'organisation soit remporté. Et c'est le plus important. Ce que nous venons de regarder donne-t-il envie à l'ancienne basketteuse d'aller quand même au stade lors de la CAN, ou alors vous allez regarder plutôt à la télévision et en l'occurrence sur la CRTV? Oui, je pense que je serais beaucoup plus à la télévision, mais bon, je crois que ce qui est important également, c'est il a été un peu évasif, ce renforcement des plateaux techniques et des formations sanitaires, hein, notamment des urgences. C'est vrai qu'on a vu quelques photos, mais je pense que la fête sera belle. Professeur, selon un rapport de l'UNICEF, la mortalité des enfants de moins de 5 ans, on va dire un tiers de ces enfants-là, moins de 5 ans, cette mortalité, elle est causée par la malnutrition. Est-ce que cela est lié à l'allaitement maternel ou plutôt au paludisme qui est quand même la première cause, selon certaines informations, de mortalité et de morbidité à cet âge-là? Il faut savoir que les causes de mortalité infanto-juvénile sont connues aujourd'hui quand même. La première cause est souvent la pneumonie, infection respiratoire aiguë. Et derrière, nous avons quand même une cause qui est un peu celle du nouveau-né, c'est la prématurité. Et les autres maladies de l'enfance, paludisme, diarrhée aiguë, qui entrent toutes dans le cadre pour leur prévention de ce qu'on appelle la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, le programme dit PESIME. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'effectivement, selon la dernière enquête démographique santé 2018, nous avons quand même un tiers d'enfants qui sont malnutris, ou en tout cas qui n'ont pas reçu les besoins attendus en matière de nutrition dans les précédentes 24 heures. Et ce que l'on sait, c'est que malheureusement, la malnutrition est un facteur transversal de surmortalité. Parce que pour une infection donnée identique,
Si elle survient chez un bien nourri et un malnutri, le malnutri a plus de chances de succomber après la dite infection à cause de l'interaction entre la nutrition et l'immunité, bien sûr. La question de savoir est-ce qu'il y a un lien avec l'allaitement maternel, oui. Parce qu'effectivement, souvent, les mauvaises pratiques dites de sevrage vont donc avoir une glissade vers des questions de malnutrition. Donc c'est pour ça qu'effectivement l'allaitement maternel entre dans le programme de promotion de la santé et de nutrition et de développement intégré du jeune enfant au sens large. Donc bien allaiter pendant 6 mois et ensuite augmenter, préparer la période de sevrage et s'assurer que l'enfant reçoit des compléments quantitativement et qualitativement suffisants pour sa croissance. Et c'est là où il faut éduquer les populations. Il ne faut pas faire des bouillies surdiluées parce que parfois on dilue tellement la bouillie qu'il n'y a pas d'éléments parce que les calories sont importantes et l'apport énergétique est important. Et tout ça, ça va dans le cadre des programmes de nutrition et encore une fois, ça entre dans la promotion de la santé et ça a besoin de services. De votre point de vue et sur la base de votre expérience, que faut-il faire dans notre contexte pour améliorer la santé maternelle et infantile? Quand on parle de santé maternelle et infantile, on voit 2 indicateurs. Le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire les mères qui décèdent en train d'accoucher, actuellement 406 pour 100 000 naissances, qui reste encore très très élevé. On doit descendre en deçà de 100. On regarde le taux de mortalité infantile qui est actuellement de 48 pour 1000 naissances vivantes. Et on regarde le taux de mortalité néonatale. Actuellement, on est à peu près à 26 pour 1000, c'est-à-dire que sur 1000 nouveaux-nés, 26 vont décéder. En dehors des services qui doivent être bien sûr disponibles, c'est-à-dire près des populations, qui doivent être disponibilisés par un personnel compétent et formé, parce que le service peut être disponible, mais le prestataire doit être compétent et formé. Il faut une utilisation des services. Parce que vous mettez l'hôpital, mais il faut qu'il soit utilisé. C'est-à-dire le personnel. Et à ce moment-là, il y a la question de l'accès financier. C'est pour ça que nous sommes tous sur ce problème qu'on appelle CSU. Vous savez que dans le septentrion, nous avons un programme couverture santé universelle. Dans le septentrion, un programme Chèque Santé qui aide justement les mères à accéder aux soins. Donc, dès que les soins sont disponibles, ils doivent être utilisés avec un personnel formé, avec des compétences formées. Donc, tout ça entre en jeu, la disponibilité de services, le renforcement des capacités du personnel, l'utilisation des services initial et continu par du personnel formé parce qu'on connaît les tueurs et dans la disponibilité des services, il y a des éléments qui entrent en jeu, les intrants, la sécurité transfusionnelle pour par exemple l'hémorragie du postpartum, l'équipement, il faut faire des échographies, il faut savoir est-ce que le nouveau-né et puis ensuite il y a l'organisation du système de soins, la mise en réseau des formations sanitaires. Je dis dans une ville comme Yaoundé, mettons un enfant qui est en difficulté dans un centre de santé, mettons en Colmé 5, et qui veut aller à l'hôpital gynéco-obstétrique parce que la mère n'arrive pas à accoucher, le transfert même est un problème. Donc il y a une mise en réseau des formations sanitaires et aujourd'hui on sait que pour sécuriser particulièrement le nouveau-né, on doit éviter de le transférer après la naissance, on doit le transférer pendant qu'il est dans le ventre, ce qu'on appelle le transfert in utero. Donc il y a l'organisation des soins qui va entrer en jeu. Le nouveau-né, c'est le dénominateur du Cameroun. Il faut le suivre à domicile. Donc, il y a tout un ensemble de systèmes de gestion. Ça prend en compte vraiment le système même de santé, mais également tout ce qui est organisation des services, mise en réseau des formations sanitaires, renforcement des capacités, gestion, management et démarche qualité, bien sûr, pour l'humanisation des soins. Anne-Esther Njomlende, il y a un phénomène qui perdure dans notre société, pourtant il est réprimé par la loi, ce sont les avortements qui coûtent régulièrement la vie aux jeunes filles et cela se passe en complicité avec certains médecins. Comment vaincre ce mal? Oui, merci. Bon, effectivement, actuellement, l'avortement au niveau du Cameroun tombe sous la loi, les considérations pénales. C'est pénalisé. Donc, les circonstances dans lesquelles les avortements sont faits tels que vous le dites sont des circonstances qui sont, j'ai envie de dire, hors la loi. Normalement, le Cameroun n'autorise pas l'avortement jusqu'à preuve du contraire. Les dispositions dites du protocole de Maputo
permettent de considérer que l'avortement peut être possible dans des conditions où il est appelé avortement dit médicalisé dans des circonstances particulières qui mettent la vie de la mère en danger, ou alors dans des circonstances qui sont de nature à estimer que l'enfant est arrivé dans un contexte anormal, par exemple suite à un viol, une situation d'inceste. Dans ces conditions-là, après avis de plusieurs médecins, l'avortement entre dans un cadre légal. Donc maintenant, effectivement, il est également su que tous ces avortements dits clandestins, malheureusement, sont générateurs de mortalité évitable. Et c'est dans ce contexte-là que certains programmes, notamment en rapport avec la Société camerounaise de gynéco-obstétrique, avec l'ACMS, essaient de voir comment, chez ces femmes, on peut capaciter pour que effectivement il n'y ait pas de décès évitable. Et là-dedans, il y a effectivement un mouvement de plaidoyer qui est en train de se mettre en place pour voir comment éviter d'abord les grossesses qu'on peut éviter et à la limite encadrer l'avortement. Encore un ou deux mots sur l'allaitement maternel. Il y a une pratique également répandue, c'est celle qui consiste à boire la fameuse Beaufort. Les femmes prétendent que cela peut booster. Est-ce que cela est vérifié au plan de la médecine? Est-ce que vous validez cette démarche? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la bière, il y a ce que l'on appelle le malt, qui peut avoir un effet lactogène. Maintenant, il faut savoir que ce qui se passe en réalité, c'est que la mère qui boit la bière, parce que le lait maternel est un émonctoire, c'est-à-dire qu'une partie de ce que la mère prend, c'est pour ça que certains médicaments sont invités, va passer dans le lait. Donc quand la mère prend de la bière, elle prend de l'alcool, en fait, son bébé devient saoul, un peu, en quelque sorte, parce que le lait maternel est alcoolisé. Non, le bébé boit de la bière, hein, il devient alcoolisé. Et il commence à s'intéresser à des choses fortes. Non, il devient un peu saoul. Et étant un peu saoul, il tète moins bien. Donc, comme il tète moins bien, il vidange moins bien le sein. Donc, le sein de la maman se retrouve amplifié à cause d'une vidange insuffisante, mais qui est liée au fait que l'enfant est un peu saoul. Donc, je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, ce n'est pas du tout un effet lactogène. Ça veut dire qu'il ne faut pas les encourager? Absolument pas. Il ne faut pas les encourager. Maintenant, le malt pur, pris sans alcool, n'est pas contre-indiqué. Ça a un effet lactogène, mais la bière, non, parce que ça alcoolise. L'enfant devient saoul, la maman a une poitrine gonflée à cause d'une vidange insuffisante, mais ce n'est pas parce qu'elle produit plus. Elle ne produit pas plus, c'est la vidange qui est insuffisante. Professeur Anne-Esther Ndiomlend, est-ce qu'il vous arrive d'emprunter les taxis? Pratiquement pas. Évidemment, parce que vous avez votre véhicule personnel pour les déplacements. Certains Camerounais, la majorité même, sont exposés donc à des accidents en empruntant les taxis, notamment dans la nuit. Et nous avons essayé de faire le point d'un certain nombre d'axes qui sont considérés comme des axes de la mort, on va dire, à Yaoundé. C'est un reportage tourné en nocturne par Aboubakar Abo. Au klaxon approbateur du chauffeur, ils embarquent pour un tour, d'un point à un autre. C'est le principe, simple et basique. Pour cette ronde dans la ville, Cyril a accepté de nous conduire. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors, on va faire quelques tours là en ville. Question de voir votre quotidien de travail dans la nuit. D'accord, pas de souci. Ok, merci. Mais le voyage en voiture est souvent bien loin d'être une balade de santé, rendu délicat et même dangereux par les compagnons retrouvés à l'intérieur ou pris en cours de route. Un code bien ficelé par les malfaiteurs. Pendant ton travail de nuit, tu peux tomber peut-être sur une personne bien vêtue qui t'interpelle. Et par rapport à un dépôt, quoi, qui te donne une destination. Et pourtant, il y en a ses amis de banque qui sont en train de nous attendre. L'expérience se pimente alors, non de cette excitation qui enchante, mais bien de ce frisson de terreur. À un niveau, on te sort le couteau, on arrête le contact.
C'est donc comme ça qu'on te prend une clé 14 et tout. Et généralement, le chauffeur s'assoit toujours devant, celui qui va conduire le véhicule. Seul sentiment, face à la lame froide de ce côté-là sorti du blouson, qui tient en respect le chauffeur dans le but de lui prendre son gagne-pain. C'est donc comme ça qu'on te dépouille, on t'amène dans un endroit un peu isolé. On t'attache même dans une brousse, on t'abandonne, on va avec le véhicule. C'est souvent plus du côté de Colbison. Manguier, Messassi. Pour y faire face, Cyril garde dorénavant le regard, plus dans le rétroviseur pour scruter un mouvement suspect des occupants de la banquette arrière que sur la route qui se dessine devant lui. Une suspicion qui s'exacerbe tant il est vrai que l'habit ne fait pas le moine et que bien malin serait quiconque devinerait les intentions de ce monsieur tiré à 4 épingles ou de cette belle dame aux formes généreuses. Généralement, on utilise aussi les dames et c'est la dame qui sort le couteau. Donc, elles sont souvent plus dangereuses même que les hommes. Dernier recours, la vitesse sur l'axe de la prudence. Et puisse Dieu nous préserver et nous conduire à bon port. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Professeur, cela ne vous encourage pas à emprunter le taxi? Alors, disons un mot peut-être encore sur l'allaitement maternel. Malgré tous les bienfaits que vous avez vantés, les chiffres ne sont pas bons au niveau du Cameroun en tout cas. Comment inverser la tendance des Camerounaises par rapport à ces désamours vis-à-vis de l'allaitement maternel? Oui, je pense qu'il faut renforcer les programmes de sensibilisation, comme nous venons de faire, mais également la formation des professionnels pour que les femmes soient accompagnées en période prénatale et qu'elles comprennent le bien fondé de l'allaitement, qu'elles commencent ce que j'appelle les 5 P. L'allaitement maternel se prépare pendant la grossesse et ensuite est mis en pratique précocement. Le 2e P, et ensuite de manière permanente pour dire qu'il a tellement. Donc sur le plan systémique, il faut former davantage de professionnels à la gestion de la lactation et à la sensibilisation des mères pour qu'elles comprennent que ça ne va pas affecter la poitrine, que c'est bien pour le nouveau-né. Et en plus, il faut mettre des cellules de conseil dans les formations sanitaires, en tout cas du personnel affecté, et bien sûr renforcer les communautés en partenariat avec les agents de santé communautaire. C'est tout un programme à structurer, c'est possible, et commencer à créer à la limite des awards dans les districts là où il y a le plus d'allaitement maternel, créer des prix. Vous savez, l'avantage des prix, c'est que ça crée l'émulation et que les bonnes pratiques sont facilement reproduites. Une semaine d'allaitement maternel comme celle-ci, on pouvait très bien choisir quel est le district de santé au Cameroun qui a eu le plus de taux d'allaitement à 6 mois, et ça permet donc de booster les bonnes pratiques et d'amener d'autres à faire. Il faut impliquer les femmes qui ont eu des enfants qu'elles ont allaités jusqu'à 6 mois et qui peuvent témoigner que parce qu'elles ont allaité jusqu'à 6 mois, elles sont jamais allées à l'hôpital pour une diarrhée, pour une infection respiratoire, et tout se passe très bien. Et tout ça donc en mutualisant les efforts des uns et des autres, communautaires et tout, et bien sûr avec un petit accompagnement des politiques, comment permettre aux femmes de reprendre le travail, parce que la femme, qu'elle soit au travail ou à la maison, elle aide la nation. Elle aide la nation, comment faciliter les politiques pour qu'elle puisse continuer à allaiter en reprenant le travail. Si on mélange tout ça, je crois que ça peut donner un meilleur futur, et on peut être au rendez-vous de l'agenda 2025 qui attend qu'au moins 50% des nouveau-nés camerounais soient allaités exclusivement au sein jusqu'à 6 mois. Terminons un peu cet entretien comme nous l'avons commencé par vous-même, présidente de la CAFEM. Est-ce qu'il y a des élections qui sont prévues ou alors vous êtes présidente à vie? Il n'y a pas de démocratie à la CAFEM?
Oui, donc CAFEM a donc 30 ans. Nous sommes créés juste au lendemain de la loi de 90. Nous sommes en train de préparer le trentenaire et juste après il y aura des élections probablement en 2022. La CAFEM a un système de gouvernance. Vous serez candidate? Non, je ne serai pas candidate. Je suis présidente sortante, mais l'agenda est en train de prévoir une alternance. Nous avons un système de gouvernance. Je suis actuellement la 6e présidente de la CAFEM, donc il y a eu d'autres, et donc l'alternance est prévue. Il est hors de question que je m'éternise. Les jeunes arrivent, elles arrivent en force d'ailleurs. Professeur Anne-Esther Ndiomlène, merci d'avoir accepté d'administrer une bonne dose d'informations à nos publics et nous espérons qu'ils les ont consommées, on va dire, comme du petit lait. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je crois que c'est une initiative très bonne de soutenir l'allaitement maternel. Je remercie la CRTV pour cet engagement. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Actualité Hebdo sur la CRTV. Votre antenne, l'actualité, c'est ici. Bonsoir.